Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Alex sur Tinder. Il était incroyablement charmant, avec des yeux perçants et un sourire qui semblait sincère à travers l'écran. Nos conversations étaient fluides, comme si nous nous connaissions depuis des années. Chaque message échangé ne faisait que renforcer cette impression étrange de proximité. Il me posait des questions sur ma vie, mes goûts, et j'avais l'impression qu'il comprenait exactement ce que je ressentais, comme s'il lisait entre les lignes. Après quelques jours à discuter, il m'a proposé de nous rencontrer en personne. Je dois avouer que l'idée m'excitait et m'effrayait à la fois. Il avait quelque chose de captivant, mais une petite voix dans ma tête me disait d'être prudente. Pourtant, j'ai accepté. Il avait choisi un petit restaurant local, intime, pas très loin de chez moi. Cela me semblait parfait. Le jour de la rencontre, je me suis préparé avec soin. Je voulais faire bonne impression. J'ai mis ma robe préférée, une légère touche de maquillage, et je suis parti, le cœur battant un peu plus fort que d'habitude. En arrivant au restaurant, j'ai pris place à une table près de la fenêtre, observant distraitement les passants à l'extérieur, tout en jetant de temps en temps un coup d'œil à mon téléphone. Aucune nouvelle d'Alex, mais je me disais qu'il ne tarderait pas. Les minutes passaient, et toujours personne. J'ai commandé un verre de vin, essayant de ne pas paraître trop nerveuse. Je ne cessais de vérifier la porte, attendant de voir son visage apparaître à tout moment. Mais il ne vint jamais. C'est alors que je l'ai vu. De l'autre côté de la rue, dans la pénombre, un homme se tenait là, à moitié caché derrière un arbre. Il semblait m'observer. Je me suis senti mal à l'aise, mais j'ai tenté de me rassurer. Ce n'était sûrement qu'une coïncidence, peut-être un passant curieux. Mais quelque chose dans sa posture, dans la manière dont il se tenait immobile, me glaçait le sang. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois, espérant un message d'Alex, mais rien. J'ai payé l'addition et je suis sorti, avec ce sentiment persistant que quelqu'un me regardait encore. Le lendemain de ce rendez-vous raté, je me sentais partagé entre la déception et une sorte de malaise inexplicable. Alex m'avait envoyé un message peu après que je sois rentré chez moi, s'excusant de ne pas avoir pu venir. Il n'avait donné aucune raison claire, juste quelques mots vagues, comme si cela n'était pas si important. Pourtant, quelque chose en moi me poussait à ne pas en tenir rigueur. Après tout, nos conversations avaient été si naturelles et agréables. Je décidai donc de lui laisser une seconde chance. Cependant, au fond de moi, je ne pouvais pas oublier cet homme étrange que j'avais vu de l'autre côté de la rue. Chaque fois que j'y repensais, une sensation de froid parcourait ma nuque. Je ne savais pas pourquoi, mais son image restait gravée dans mon esprit. Il se tenait là, parfaitement immobile, caché partiellement derrière un arbre, comme s'il essayait de ne pas être vu. Mais en même temps, c'était clair qu'il m'observait. Les jours passèrent, et les messages d'Alex reprirent. Nous parlions comme avant, mais une légère distance s'était installée entre nous. Puis un matin, alors que je sortais pour me rendre au travail, j'ai reçu un message qui m'a fait frissonner. Il disait simplement « J'aime ta tenue aujourd'hui ». Je me suis arrêté net, regardant autour de moi. Personne. Mais comment pouvait-il savoir ce que je portais? Je n'avais pas posté de photos, et nous n'avions pas parlé de nos tenues ou quoi que ce soit. Un sentiment de panique commença à monter en moi. Je me dis qu'il avait dû me voir par hasard, mais l'idée que quelqu'un puisse m'observer sans que je le sache me mettait extrêmement mal à l'aise. Le soir même, je reçus un autre message d'Alex. Il mentionnait l'endroit où j'avais déjeuné ce jour-là, détaillant même le plat que j'avais commandé. Je sentais une sueur froide glisser le long de ma colonne vertébrale. C'était impossible qu'il sache ces choses sans être là, à me surveiller. Mais alors, pourquoi ne s'était-il pas montré? Pourquoi continuait-il de jouer à ce jeu dérangeant? Le malaise initial s'était transformé en peur réelle. Je commençais à regarder par-dessus mon épaule constamment, à chaque coin de rue, m'attendant presque à le voir surgir de l'ombre. Et chaque fois que je repensais à cet homme, celui que j'avais vu lors de notre premier rendez-vous raté, ce sentiment de peur devenait plus intense. Comme si, d'une manière ou d'une autre, il était toujours là. Au fur et à mesure que les jours passaient, la situation devenait de plus en plus invivable. Chaque matin, je recevais un message d'Alex.
Il continuait de me décrire avec une précision effrayante. Mes vêtements, les endroits où j'allais, ce que je faisais. C'était comme s'il était avec moi, invisible, me suivant pas à pas. Mon anxiété ne cessait de croître. Je ne savais plus où me tourner, ni quoi faire. Un soir, alors que je rentrais chez moi, après une longue journée de travail, un nouveau message apparut sur mon téléphone. « Tu as l'air épuisé aujourd'hui. Rentre bien. » Je me suis arrêté net dans la rue, mon cœur battant à tout rompre. Comment savait-il cela? Je n'avais parlé à personne de mon état de fatigue, je n'avais vu personne que je connaissais. J'avais même évité les réseaux sociaux ces derniers jours, trop effrayé de poster quoi que ce soit. Puis, l'un des policiers a pris mon téléphone pour examiner le profil d'Alex de plus près. Après quelques minutes, son visage changea, se refermant dans une expression de gravité. Il m'expliqua qu'ils allaient mener une enquête plus approfondie et me demanda de rester en sécurité. Ce n'est qu'en fin de journée qu'ils m'ont rappelé. Ce qu'ils avaient découvert m'a glacé le sang. L'homme dont les photos étaient utilisées dans le profil d'Alex était mort depuis 3 ans. Un accident de voiture, m'ont-ils dit. Comment quelqu'un pouvait-il utiliser l'image d'un mort pour me harceler ainsi? Mon esprit refusait d'accepter cette réalité. Après l'appel de la police, je suis resté figé pendant de longues minutes, tentant de comprendre ce que cela signifiait réellement. L'homme avec qui je pensais échanger des messages depuis des semaines, celui que j'avais imaginé rencontrer en personne, n'était même pas en vie. Comment est-ce possible? Et, plus important encore, qui était derrière tout ça? Le sentiment de peur s'était transformé en quelque chose de plus profond, de plus ancré. Ce n'était plus seulement la crainte d'être harcelé par un inconnu. Il y avait maintenant cette angoisse viscérale, cette certitude que quelque chose de beaucoup plus sombre et inexplicable se déroulait autour de moi. Je ne pouvais plus ignorer les détails dérangeants, les messages qui décrivaient ce que je portais, les lieux où je me rendais. Personne ne pouvait savoir tout cela sans me suivre constamment. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un s'en prendrait à moi de cette manière? Les jours qui suivirent furent insupportables. Chaque bruit, chaque ombre me faisait sursauter. J'évitais de sortir, sauf pour le strict nécessaire. Et même là, je me sentais constamment épié. Je dormais à peine, guettant le moindre mouvement, écoutant le moindre son étrange. Je n'osais plus ouvrir mes rideaux la nuit. Je sentais que si je regardais dehors, je le verrais. Cet homme qui me traquait. Puis, les messages ont changé de ton. Ce qui était autrefois des descriptions détaillées et impersonnelles devint soudainement plus intime. L'expéditeur connaissait des choses sur moi que je n'avais jamais partagées avec personne, des souvenirs d'enfance, des événements que même mes amis proches ignoraient. C'était comme s'il lisait directement dans mes pensées. Chaque nouvelle alerte de message me plongeait un peu plus dans la terreur. Un soir, après une énième journée passée à me terrer chez moi, je reçus un nouveau message qui me fit littéralement lâcher mon téléphone. Il disait « J'ai adoré te regarder dormir cette nuit. » Mon cœur s'arrêta. Je tremblais de tout mon corps. Quelqu'un était entré chez moi pendant que je dormais. J'étais en danger, plus que je ne l'avais jamais imaginé. Je suis allé vérifier toutes les fenêtres et les portes. Elles étaient bien verrouillées, mais cela n'avait plus d'importance. Cette personne avait déjà franchi cette barrière une fois, elle pouvait sûrement le refaire. Mon appartement, autrefois un refuge, était devenu une cage dont je ne savais plus comment m'échapper. Le lendemain, je décidai d'appeler la police à nouveau, mais quelque chose m'arrêta. Une pensée terrifiante traversa mon esprit. Et si ce n'était pas seulement une personne qui me suivait? Et si tout cela avait un lien avec cet homme mort depuis 3 ans? Cette pensée me hantait, s'enroulait autour de mon esprit comme une brume opaque dont je ne pouvais me défaire. Et si ce n'était pas simplement un harceleur ordinaire? Quelque chose d'autre était à l'œuvre, quelque chose qui dépassait la logique. À chaque instant, j'avais la sensation d'être observé, même à l'intérieur de mes propres pensées. Les messages continuaient d'arriver, plus effrayants que jamais. Ils connaissaient tout de moi, des détails que personne ne pouvait deviner. Chaque mot me rappelait que j'étais piégé dans ce jeu macabre, incapable de m'en sortir. Puis, une nuit, tout bascula. Il était tard, probablement 2 heures du matin, quand je me suis réveillé en sursaut.
Quelque chose n'allait pas. Le silence dans l'appartement était étouffant, lourd, presque palpable. J'ai tendu l'oreille à l'affût du moindre bruit, mais tout semblait étrangement immobile. Pourtant, un frisson glacial parcourut mon dos. Je savais que je n'étais pas seul. J'ai saisi mon téléphone, l'écran éclairant faiblement la pièce sombre. Une notification. Mon cœur battait à tout rompre. C'était un nouveau message d'Alex. Mes mains tremblaient alors que je l'ouvrais. Il disait simplement « Je suis à l'intérieur ». Mon sang se glaça. J'ai levé les yeux, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Une silhouette sombre, immobile dans l'ombre, debout à l'extrémité de mon lit. Mon souffle s'est coupé, mes membres figés par la terreur. L'air était lourd, presque irrespirable, comme si une présence invisible compressait mes poumons. L'homme était là, ou plutôt, cette chose était là, me fixant. Il ne bougeait pas, mais je pouvais sentir son regard sur moi, transperçant l'obscurité. Je me souviens avoir essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je tentais de me lever, de fuir, mais mes jambes refusaient de bouger, paralysées par la peur. La silhouette avançait lentement, chaque pas amplifiant le silence morbide de la pièce. Mes pensées étaient un tourbillon de panique, cherchant une explication, une issue, mais rien ne semblait réel. C'était comme si le temps s'était figé, me condamnant à observer cette horreur s'approcher. Quand il fut suffisamment proche, j'ai enfin vu son visage, ou du moins ce qu'il en restait. C'était l'homme de la photo, celui avec qui j'avais échangé pendant des semaines, mais son visage était déformé, presque méconnaissable. Ses yeux étaient vides, sans vie, comme ceux d'un cadavre. Une odeur de décomposition envahit la pièce, me donnant envie de vomir. Ce n'était pas un être humain qui se tenait devant moi, mais une entité morte depuis longtemps, revenue d'un autre monde pour me hanter. D'un geste lent, il tendit la main vers moi. Je sentais ma peau se glacer, comme si la mort elle-même s'apprêtait à m'engloutir. Puis, tout à coup, la silhouette disparut. Le silence reprit son règne, mais la terreur, elle, restait. Je ne savais pas si je venais de rêver, si mon esprit jouait des tours, ou si tout cela était bien réel. Mais une chose était certaine, je ne serais plus jamais la même. Le lendemain, j'ai quitté l'appartement sans un mot, abandonnant tout derrière moi. Je ne pouvais plus rester dans cet endroit, ni même dans cette ville. Peu importe où j'allais, je savais qu'il me retrouverait. Car ce n'était pas simplement un homme, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose qui m'avait choisi et qui, désormais, ne me lâcherait jamais. J'avais passé des semaines à échanger des messages avec elle sur Tinder. Ses réponses étaient toujours rapides, intéressantes, comme si chaque mot qu'elle écrivait était parfaitement calculé pour me captiver. Elle s'appelait Sophie, et dès le début, il y avait quelque chose de magnétique chez elle. Ses photos montraient une femme simple mais charmante, avec un sourire discret qui semblait cacher une profondeur mystérieuse. Plus on parlait, plus je me sentais connecté à elle, comme si on se connaissait depuis des années. Un jour, elle a proposé qu'on se rencontre enfin en personne. C'était une idée excitante, mais aussi un peu terrifiante. Je n'avais jamais vraiment été très à l'aise avec les rencontres en ligne. Cependant, quelque chose en moi m'a poussé à accepter. On a choisi un petit restaurant dans un coin tranquille de la ville, un endroit cosy, parfait pour un premier rendez-vous. J'ai passé la journée à me préparer, essayant de choisir une tenue qui ne faisait pas trop effort, mais assez soignée pour qu'elle sache que je prenais ça au sérieux. Quand le soir est finalement arrivé, mon cœur battait à tout rompre. J'étais assis dans ma voiture devant le restaurant, regardant nerveusement l'entrée. Elle n'était pas encore arrivée. Je suis entré, j'ai commandé un verre pour calmer mes nerfs, et j'ai pris une table dans un coin. Les minutes passaient, et je commençais à me demander si elle viendrait vraiment. Mais je ne me sentais pas nerveux pour une raison habituelle. Il y avait cette étrange sensation qui m'envahissait, une sorte de tension que je ne pouvais expliquer. Je vérifiais mon téléphone à chaque instant, attendant un message de sa part, une notification quelconque qui confirmerait qu'elle était en route. Finalement, une alerte sonna. C'était elle. « Je suis presque là », disait-elle. Soulagement. Je me détendis dans mon siège et jetai un œil à l'extérieur, par la fenêtre du restaurant. Il faisait déjà nuit, et l'avenue devant moi était presque déserte. Soudain, quelque chose attira mon attention.
De l'autre côté de la rue, dans l'ombre des arbres, quelqu'un semblait m'observer. C'était trop sombre pour voir clairement, mais je pouvais distinguer la silhouette d'un homme, immobile, presque caché dans l'obscurité. Mon estomac se serra. Je détournai le regard, essayant de me dire que ce n'était rien. Les premières minutes du rendez-vous se sont déroulées comme prévu. Sophie est finalement arrivée, s'excusant pour le léger retard avec un sourire qui semblait faire fondre toute la nervosité que j'avais ressentie. Elle était encore plus jolie en personne, son regard intense me capturant instantanément. Nous avons commandé à manger, et la conversation a commencé à couler naturellement. Comme lors de nos échanges en ligne, tout semblait parfait. Pourtant, un malaise indescriptible persistait dans l'air. Au début, je l'ai ignoré. Après tout, j'étais juste un peu nerveux, non? Mais ce sentiment s'intensifia au fur et à mesure que la soirée avançait. Sophie se comportait normalement, mais certains de ses commentaires me mettaient mal à l'aise. Elle évoquait des détails sur moi que je n'avais jamais mentionnés dans nos conversations. Des détails intimes. À un moment, elle a mentionné mon travail. Rien de bien étrange, me suis-je dit au départ, jusqu'à ce qu'elle fasse référence à une réunion particulière que j'avais eue cette semaine-là. Un rendez-vous professionnel que je n'avais parlé à personne, pas même à mes collègues proches. Le genre de détail que j'aurais pu poster sur les réseaux sociaux, mais que je n'avais pas fait. J'ai souri nerveusement et continué la discussion, tentant de passer à autre chose, mais la tension ne faisait que croître. Puis, elle a mentionné mon quartier. Là encore, rien de spécial. Sauf que cette fois, elle a décrit ma rue, la disposition des maisons, comme si elle y était déjà allée. Mon cœur s'est serré. Comment pouvait-elle savoir ça? Je me suis forcé à rester détendu, mais intérieurement, une alarme commençait à sonner. À ce stade, je ne savais pas si c'était une coïncidence étrange ou quelque chose de beaucoup plus sinistre. À mesure que la soirée avançait, le malaise que je ressentais devenait de plus en plus difficile à ignorer. Pourtant, malgré ces moments troublants, Sophie continuait de se montrer charmante et engageante. À la fin du repas, elle me proposa quelque chose d'inattendu. « Tu veux venir chez moi? C'est tout près. » Mon instinct me disait de refuser, mais une partie de moi était encore curieuse. Peut-être que j'exagérais, peut-être que tout cela n'était qu'une série de coïncidences. J'ai hésité un moment, puis j'ai accepté. Elle m'a souri, visiblement ravie, et nous avons quitté le restaurant. Nous avons marché quelques rues, jusqu'à ce qu'elle m'emmène dans un quartier que je ne connaissais pas bien. L'ambiance changeait progressivement. Les lumières de la ville semblaient s'estomper à mesure que nous nous éloignions du centre, et les rues devenaient de plus en plus désertes. Finalement, nous sommes arrivés devant une vieille maison à l'allure délabrée. Les fenêtres étaient sombres, certaines barricadées par des planches de bois, et la porte d'entrée semblait avoir connu des jours meilleurs. L'endroit semblait abandonné depuis des années. Je me suis arrêté net devant la porte, mon cœur battant à tout rompre. « C'est ici que tu vis ?» ai-je demandé, incapable de cacher mon étonnement. Sophie a simplement hoché la tête, souriant comme si de rien n'était. « Oui, ne t'inquiète pas pour l'extérieur, l'intérieur est beaucoup mieux. » Mais quelque chose en moi hurlait que je ne devais pas entrer. En entrant dans la maison, une odeur de renfermé m'a immédiatement frappé. Les murs étaient couverts de peinture écaillée, et le sol craquait sous mes pieds. La lumière était faible, et des ombres dansaient autour de nous, créant une atmosphère lugubre. Sophie semblait parfaitement à l'aise, comme si elle connaissait chaque recoin de cet endroit. J'ai tenté de sourire, mais mon cœur battait de plus en plus vite. Alors qu'elle me guidait à travers le hall, j'ai remarqué des objets éparpillés. Des meubles vieux et usés, des photos fanées accrochées au mur. Une partie de moi se sentait mal à l'aise, comme si j'étais dans un endroit où je n'étais pas censé être. Je lui ai demandé où étaient les autres membres de sa famille, pensant que cela pourrait m'aider à me détendre, mais elle a répondu d'un ton vague « Ils sont partis depuis longtemps. » Nous avons atteint une pièce au fond du couloir, et c'est là que la situation a pris un tournant inattendu. Soudain, Sophie se retourna et, dans un geste brusque, disparut dans l'obscurité. Je me suis retrouvé seul, perplexe et inquiet. « Sophie » ai-je appelé, ma voix résonnant dans le silence.
L'angoisse m'envahit alors que je réalisais que je ne savais pas où elle était. J'ai commencé à scruter la pièce, luttant contre l'envie de paniquer. Chaque seconde semblait s'étirer, et la maison qui paraissait déjà sinistre prenait une dimension encore plus menaçante. J'ai tenté de me diriger vers la porte. Mais un frisson parcourut mon échine lorsque j'ai réalisé que l'entrée par laquelle nous étions arrivés était maintenant fermée. Je poussai sur la poignée, mais elle ne bougeait pas. La peur m'envahit. À cet instant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'étais piégé dans cette maison, et la solitude est encore plus terrifiante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Paniqué, j'ai commencé à frapper à la porte, appelant Sophie à plein poumon. Mais seul le silence me répondait. Mon esprit s'emballait, imaginant les pires scénarios. Je suis retourné dans la pièce où elle avait disparu, scrutant chaque coin sombre, espérant trouver une sortie ou un indice sur ce qui se passait. Les murs semblaient me presser, et je pouvais presque sentir le poids de l'histoire de cette maison m'écraser. Je l'ai rencontrée sur Tinder, comme tant d'autres avant elle. Elle s'appelait Claire. Et dès notre première conversation, quelque chose en elle m'avait captivé. Son visage sur les photos était lumineux, mais c'était son regard qui m'avait frappé. Un mélange de mystère et de distance, comme si elle cachait quelque chose d'indéchiffrable. Nous avons commencé à échanger régulièrement, et rapidement, nous avons décidé de nous rencontrer. Notre premier rendez-vous s'est passé dans un petit café du centre-ville. Elle était encore plus fascinante en personne. Ses paroles étaient douces, mesurées, et elle semblait toujours analyser chaque mot que je disais. C'était étrange, mais je me disais que c'était juste sa façon d'être. Après tout, les gens peuvent être différents en ligne et dans la réalité. Les semaines suivantes, nous avons continué à nous voir. Dîner, promenade, soirée à discuter de tout et de rien. Pourtant, il y avait toujours ce petit quelque chose qui me dérangeait, sans que je puisse mettre le doigt dessus. Claire avait cette manière de poser des questions très personnelles, mais sans jamais vraiment parler d'elle-même. Elle s'intéressait à des détails insignifiants de ma vie. Où je rangeais mes affaires, quels objets étaient importants pour moi, même l'histoire de ma maison l'intéressait, bien plus que je ne l'aurais imaginé pour quelqu'un qu'on venait de rencontrer. Mais je ne voyais rien de mal à cela. Je mettais ces petits signes de côté, préférant penser qu'elle était simplement curieuse. D'ailleurs, elle était toujours attentive, et je me sentais à l'aise avec elle, comme si nous partagions une connexion spéciale. Pourtant, à chaque fois que je rentrais seul chez moi après nos rencontres, une légère gêne s'installait. Un sentiment de malaise, comme si quelque chose ne tournait pas rond sans que je puisse l'expliquer. Quelques jours après notre premier rendez-vous chez moi, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Ce n'étaient que des détails au début, des petites anomalies que j'ai facilement ignorées. Par exemple, mes clés. J'avais l'habitude de toujours les poser sur le meuble de l'entrée, mais plusieurs fois, je les ai retrouvées ailleurs, comme sur la table du salon ou sur le comptoir de la cuisine. « Tu dois être distrait », me disais-je. Mais les petites incohérences ont rapidement pris de l'ampleur. Un soir, en rentrant du travail, j'ai remarqué que ma montre, que je laisse toujours sur la commode de ma chambre, avait disparu. Je l'ai cherchée partout, sans succès. Le lendemain matin, elle était de retour à sa place, comme si rien ne s'était passé. J'ai essayé de me convaincre que je devenais paranoïaque, que peut-être je l'avais déplacée sans m'en rendre compte. Cependant, ce qui m'a le plus troublé, c'était cette sensation persistante d'être observé. Cela a commencé de manière subtile, presque imperceptible. Un frisson dans la nuque lorsque je me brossais les dents, un sentiment d'inconfort quand je m'asseyais dans le salon, comme si quelqu'un se tenait juste hors de mon champ de vision. Parfois je sentais un regard fixe sur moi, mais chaque fois que je me retournais, je ne voyais rien. Je me suis dit que c'était la fatigue, le stress du travail, peut-être. Claire, de son côté, continuait à poser ces questions étranges. Elle voulait savoir si j'avais déjà entendu des bruits dans la maison la nuit, si j'avais des souvenirs de l'enfance liés à cette maison, même si je n'y vivais que depuis quelques années. À chaque fois qu'elle posait ces questions, son ton devenait presque trop sérieux, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas.
Je me souviens d'un moment particulier où elle a fixé le plafond du salon pendant un long moment, un sourire en coin, comme si elle écoutait quelque chose que moi, je ne pouvais pas entendre. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à douter. Quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas que des objets déplacés ou des sensations étranges. C'était comme si Claire elle-même était liée à ces phénomènes. Et pourtant, je continuais à la voir, fasciné malgré moi, incapable de couper le contact. Un soir, Claire m'a proposé de passer la nuit chez moi. Ça semblait naturel, après tout ce temps passé ensemble. Elle était déjà venue plusieurs fois, mais jamais pour rester. J'étais un peu nerveux, sans savoir exactement pourquoi. Peut-être était-ce à cause des choses étranges qui se produisaient dans la maison depuis quelque temps. Mais je me suis dit que sa présence me rassurait. Nous avons dîné tranquillement, un repas simple. Claire semblait particulièrement détendue, presque trop. Pendant tout le repas, elle n'a cessé de jeter des regards vers le plafond, vers l'escalier menant à l'étage. Ça m'a mis mal à l'aise, mais je n'ai rien dit. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé pour regarder un film. Elle s'est blottie contre moi, et pendant un instant, toutes mes inquiétudes se sont dissipées. J'ai fini par m'endormir avant la fin du film. Épuisé par les événements des derniers jours. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il y avait un bruit. Pas un bruit ordinaire, comme le vent ou le bois qui craque, mais quelque chose de plus humain. Des pas, légers et précautionneux, venant de l'étage. Je me suis redressé, jetant un coup d'œil à côté de moi. Claire n'était plus là. La télévision était éteinte et la pièce plongeait dans une semi-obscurité. Mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas. Je me suis levé lentement, essayant de ne pas paniquer. « Claire ?» J'ai appelé doucement, mais il n'y a eu aucune réponse. J'ai senti ce frisson familier remonter le long de ma colonne vertébrale, cette sensation d'être observé, mais cette fois, elle était beaucoup plus forte, presque insupportable. Je me suis dirigé vers l'escalier, à pas lents, chaque marche grinçant sous mes pieds. Le bruit des pas avait cessé, remplacé par un silence oppressant. Quand je suis arrivé en haut, tout était comme je l'avais laissé. Les portes des chambres étaient fermées, et la maison semblait figée dans une immobilité inquiétante. Mais quelque chose clochait. C'est alors que j'ai vu la porte du grenier. Elle était fermée à clé. C'était impossible, je n'avais jamais verrouillé cette porte. D'ailleurs, je ne me souvenais même pas de l'avoir utilisée depuis mon déménagement ici. Mon cœur battait à tout rompre, mes mains tremblaient alors que je m'approchais. Et c'est là que je les ai entendus. Des murmures, faibles, à peine audibles, venant de l'autre côté de la porte. Des voix. Et elles murmuraient mon nom. Je suis resté figé devant la porte du grenier, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Les murmures continuaient, de plus en plus distincts, et toujours ce même mot, mon nom. Chaque syllabe semblait s'infiltrer dans mon esprit, me glaçant de l'intérieur. Je ne pouvais pas comprendre. Pourquoi cette porte est-elle verrouillée? Pourquoi y avait-il des voix à l'intérieur? Et où était Claire? Une partie de moi voulait fuir, quitter la maison et ne jamais revenir. Mais quelque chose, un mélange de curiosité et de terreur, m'a poussé à avancer. Je me suis approché de la porte, tendant la main tremblante vers la poignée. Elle était froide, beaucoup plus froide que ce qu'elle aurait dû être. J'ai tenté de la tourner, mais comme je l'avais pressenti, elle était fermée à clé. Mon souffle était court, irrégulier, tandis que les murmures continuaient, se transformant en un chuchotement incessant qui me donnait des frissons. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un craquement derrière moi. Je me suis retourné d'un coup sec, et là, dans l'ombre du couloir, se tenait Claire. Elle était immobile, son visage à moitié caché dans l'obscurité, mais je pouvais voir l'étrange expression sur ses traits. Elle semblait étrangement calme, comme si elle s'attendait à ce que je sois là, devant cette porte. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ma voix tremblait alors que je tentais de comprendre ce qui se passait. Elle a avancé lentement, ses pas à peine audibles sur le sol en bois. Quand elle est arrivée juste devant moi, elle a posé sa main sur la mienne, qui agrippait encore la poignée du grenier. Son regard était glacial, presque vide, et elle a murmuré d'une voix basse, presque hypnotique. « Tu ne devrais pas ouvrir cette porte.
Mon estomac s'est noué. Pourquoi? Ai-je demandé, mon souffle court, essayant de réprimer la panique qui montait en moi. Claire a incliné légèrement la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Il y a des choses que tu ne devrais pas savoir, des choses qui appartiennent à cette maison, pas à toi. À ce moment-là, tout a pris sens, ou du moins, une partie. Elle n'était jamais intéressée par moi. Depuis le début, c'était cette maison qui l'attirait, plus précisément, ce grenier. Ce lieu dont je n'avais jamais réellement pris conscience jusqu'à cette nuit. Mais pourquoi? Pourquoi cet endroit? Les murmures derrière la porte sont devenus plus forts, plus insistants, et j'ai senti une force presque invisible peser sur moi, m'incitant à ouvrir, à découvrir ce qui se cachait là-dedans. Mais Claire serrait ma main avec une fermeté surprenante, comme si elle tentait de m'empêcher de commettre une erreur irréparable. « Tu dois partir », a-t-elle murmuré d'un ton froid. Avant que ce soit trop tard. Mon esprit était en ébullition. Claire, qui se tenait là, avec ce sourire énigmatique, m'enjoignant de ne pas ouvrir la porte, ne faisait qu'amplifier ma peur. Mais quelque chose au fond de moi, une force incontrôlable, me poussait à savoir ce qu'il y avait derrière ce grenier. Les murmures n'avaient pas cessé. Ils se faisaient même plus insistants, presque suppliants. Mon nom, encore et encore. « Je veux comprendre », ai-je finalement dit, la voix rauque, comme si chaque mot me coûtait un effort colossal. Claire a reculé d'un pas, ses yeux toujours rivés aux miens. Elle n'a rien répondu, mais son regard suffisait à exprimer une sorte de résignation, comme si elle savait que j'étais allé trop loin pour reculer. Le sourire sur ses lèvres s'est éteint, laissant place à une expression plus sombre, presque triste. Dans un mouvement rapide, j'ai arraché ma main de la sienne, et je me suis mis à chercher la clé. Il devait bien y avoir un moyen d'ouvrir cette porte. Je me souvenais vaguement avoir vu une vieille clé dans l'un des tiroirs de la cuisine lorsque j'avais emménagé. Sans un mot, j'ai couru en bas, mon esprit en proie à une frénésie. Une fois dans la cuisine, je fouillais fébrilement chaque tiroir, renversant des objets jusqu'à ce que mes doigts se referment sur la clé rouillée. De retour à l'étage, Claire m'attendait, immobile comme une statue. Elle ne disait rien, mais ses yeux étaient emplis d'une étrange lueur, un mélange de peur et d'anticipation. Je me suis approché de la porte du grenier, insérant lentement la clé dans la serrure. À mesure que je tournais la clé, les murmures derrière la porte se sont amplifiés, devenant presque assourdissants. Un mélange de voix, certaines douces, d'autres plus graves, toutes répétant mon nom en un chœur lugubre. Finalement, un clic retentit. La porte était déverrouillée. Mon cœur battait à tout rompre, et je sentais la sueur couler le long de mon front. J'ai hésité un instant, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Avec une lenteur délibérée, j'ai poussé la porte, et elle s'est ouverte dans un grincement sinistre. L'intérieur du grenier était plongé dans l'obscurité totale, mais une odeur étrange et rance flottait dans l'air. J'ai fait un pas à l'intérieur, puis un autre, mes yeux s'adaptant progressivement à la pénombre. Et c'est là que je les ai vus. Des silhouettes. Non, pas des silhouettes. Des visages. Des visages pâles, presque translucides, flottant dans l'obscurité, leurs yeux grands ouverts, me fixant avec une intensité terrifiante. Ils murmuraient toujours, leur voix se fondant dans un écho surnaturel. Leurs traits étaient déformés, comme s'ils avaient été arrachés d'une autre réalité. Au centre de la pièce, il y avait un vieux coffre, couvert de poussière et de toiles d'araignée. C'était de là que venait l'aura la plus oppressante. Une sorte de force invisible m'attirait vers lui. Je savais que je ne devais pas l'ouvrir, mais mes pieds avançaient malgré moi. Avant que je puisse atteindre le coffre, une main glaciale a saisi mon bras. Claire, à nouveau, mais cette fois, son visage était déformé par la peur, une peur véritable. « Ne fais pas ça !» a-t-elle supplié, sa voix tremblante. « Si tu ouvres ce coffre, tu libéreras quelque chose que tu ne pourras jamais contrôler. » Mais il était trop tard. Mes mains se sont posées sur le couvercle, et avant que je puisse m'arrêter, je l'ai ouvert. L'air autour de nous a changé immédiatement. Un souffle glacial s'est échappé du coffre, emportant avec lui un murmure inhumain, comme si une centaine de voix se libéraient d'un coup. Le grenier tout entier a commencé à vibrer, et une ombre épaisse a jailli du coffre, s'enroulant autour de moi, m'enveloppant dans une obscurité suffocante.
J'ai entendu Claire hurler, un cri déchirant, mais je ne pouvais plus la voir. Tout ce que je ressentais, c'était cette présence oppressante, cette chose que j'avais libérée. Puis, tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais seul dans la maison. Le grenier était vide. Plus de murmures, plus de visages. Claire avait disparu, et avec elle, cette entité sombre. Mais quelque chose n'était pas revenu à la normale. Depuis ce jour, je sens toujours une présence, comme une ombre qui me suit partout. Et parfois, la nuit, je l'entends encore. Mon nom, murmuré dans l'obscurité. Je l'ai rencontré sur Tinder, comme la plupart des gens rencontrent quelqu'un de nos jours. Son nom était Sophie. Elle avait ce sourire lumineux sur ses photos, et quelque chose dans son regard m'a tout de suite attiré. Il y avait une sorte de douceur mélangée à une mystérieuse profondeur. Nous avons échangé quelques messages, puis rapidement, nous avons convenu de nous rencontrer pour un café. Rien de trop engagé, juste une première rencontre décontractée. Le jour du rendez-vous, je me souviens d'avoir été nerveux. Pas tant à cause d'elle, mais plus parce que, comme à chaque première rencontre, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Mais dès que je l'ai vue entrer dans le café, ses inquiétudes se sont envolées. Elle était encore plus belle en personne, avec une présence apaisante qui mettait immédiatement à l'aise. Nous avons discuté pendant des heures. Le temps semblait s'effacer. Il n'y avait aucun silence gênant et chaque sujet que nous abordions semblait nous rapprocher un peu plus. Ce qui m'a le plus frappé chez elle, c'était sa capacité à écouter. Vraiment écouter. Elle posait des questions intéressantes sur mes goûts, mes endroits préférés en ville, des choses simples mais significatives. Elle semblait sincèrement intéressée par ce que j'avais à dire, et cela rendait nos échanges fluides, presque naturels. Après ce premier rendez-vous, nous avons continué à discuter, d'abord sur Tinder, puis nous avons échangé nos numéros. Elle était attentive, toujours présente, et nos conversations devenaient de plus en plus personnelles. Nous partagions des anecdotes, des moments drôles, mais aussi des discussions plus profondes sur nos vies, nos rêves, nos peurs. Je sentais que quelque chose de spécial se développait entre nous. Elle m'avait parlé de quelques endroits qu'elle aimait dans la ville, et il se trouve que certains de ces lieux étaient aussi mes préférés. Cela nous faisait rire, comme si c'était un signe, un hasard du destin qui nous rapprochait encore plus. À ce moment-là, tout semblait parfait, simple, facile. Puis il y a eu ce deuxième rendez-vous, dans un petit bar où elle aimait aller. C'était cosy, intime, avec des lumières tamisées et une ambiance chaleureuse. Encore une fois, tout s'est déroulé sans accroc. Nous avons passé une excellente soirée, et à la fin, elle m'a embrassé. Juste un baiser léger, mais assez pour me faire comprendre que la connexion était réelle et que ce n'était pas juste un flirt passager. Après ça, nous avons continué à nous parler régulièrement. Tout semblait normal. Puis un jour, sans avertissement, Sophie a cessé de répondre. Plus de messages, plus d'appels. Au début, je ne m'inquiétais pas trop. Tout le monde peut être occupé, n'est-ce pas? Je me disais qu'elle avait peut-être du travail ou qu'elle traversait une période difficile. Je lui ai envoyé un message pour prendre de ses nouvelles. Rien. Pas de réponse. Les jours ont passé, et une légère inquiétude a commencé à se glisser en moi. Nous étions devenus si proches en si peu de temps que ce silence soudain me semblait étrange. J'ai tenté de l'appeler à plusieurs reprises, mais à chaque fois, je tombais sur sa messagerie. Ce n'était pas son genre de disparaître comme ça, sans prévenir. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que j'avais dit quelque chose de travers lors de notre dernier rendez-vous? Est-ce qu'elle avait décidé de rompre tout contact sans me le dire? Ça ne collait pas avec l'image que j'avais d'elle. Cette fille douce et attentive avec qui j'avais partagé des moments sincères. Plus le temps passait, plus je devenais anxieux. Les semaines se sont écoulées, et malgré mes tentatives répétées, je n'avais toujours aucune nouvelle. J'ai fini par me dire qu'elle avait probablement rencontré quelqu'un d'autre ou qu'elle avait simplement changé d'avis. Ça faisait mal, mais j'essayais de rationaliser. Peut-être qu'elle n'était pas celle que je pensais, après tout. Je commençais lentement à tourner la page, mais quelque chose me dérangeait toujours, un sentiment persistant que je ne pouvais pas expliquer. Ce silence n'était pas seulement l'indifférence.
Il y avait quelque chose de plus sombre, comme si quelque chose de plus profond se cachait derrière cette disparition soudaine. C'était une nuit comme les autres. J'étais allongé dans mon lit, essayant de m'endormir, quand mon téléphone a vibré sur la table de chevet. À moitié endormi, j'ai tendu la main pour le prendre. Une notification, un message de Sophie. Mon cœur a raté un battement. Après des semaines de silence total, elle m'envoyait enfin un message. Je me suis redressé d'un coup, l'adrénaline pulsant dans mes veines. Le message était simple. Ça fait longtemps. Tu veux qu'on se voit demain soir? C'était comme si rien ne s'était passé, comme si ces semaines de silence n'avaient jamais existé. Je ne savais pas quoi penser. Mon esprit se débattait entre la joie de la revoir et l'étrangeté de la situation. Pourquoi revenir maintenant, sans aucune explication? Je devais comprendre. Sans hésiter, j'ai tenté de l'appeler. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'une voix décroche. Mais ce n'était pas la voix de Sophie. C'était une voix grave, masculine, rauque. « Allô ?» Mon cœur s'est arrêté une seconde. Je me suis trompé de numéro? Je vérifiai l'écran, mais non, c'était bien celui de Sophie. « Je peux parler à Sophie ?» ai-je demandé, incertain. Un silence pesant s'est installé à l'autre bout du fil. Puis, la voix a répondu d'un ton solennel. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais la propriétaire de ce téléphone est morte. Elle a eu un accident de voiture il y a quelques jours. » Mon esprit a refusé d'accepter ce que je venais d'entendre. Morte? Ce n'était pas possible. J'avais reçu un message d'elle à l'instant. Mon cœur battait à tout rompre, et une vague de froid m'a envahi. « Vous devez faire erreur, ai-je balbutié. Elle m'a envoyé un message il y a à peine quelques minutes. » La voix à l'autre bout du fil est restée silencieuse un moment, puis a répondu lentement. « Ce n'est pas possible, elle est morte. » Puis l'appel s'est coupé brusquement. Je suis resté là, le téléphone à la main, figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ma gorge s'est serrée, et une angoisse froide m'a enveloppé. Si Sophie était réellement morte, alors, qui m'avait envoyé ce message? Malgré le choc de la nouvelle, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce message. Qui ou quoi se cachait derrière cette communication? Le lendemain matin, j'ai essayé de rassembler mes pensées. J'ai décidé d'ignorer l'appel que j'avais reçu. Peut-être que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, un enchevêtrement d'informations erronées. Mais alors que la journée avançait, je n'ai pas pu m'empêcher de recevoir de nouvelles notifications. Des messages de Sophie continuaient d'arriver. Chaque fois, mon cœur s'emballait à la vue de son nom. « Te souviens-tu de notre café préféré? J'y suis allé hier, » disait l'un d'eux. J'ai pensé à notre première rencontre au bar. Quel moment incroyable! Les messages étaient remplis de souvenirs, de détails que seule Sophie pouvait connaître. Mes mains tremblaient alors que je les lisais. Comment était-ce possible? Comment pouvait-elle décrire ces moments si vivants, alors qu'elle était censée être morte? L'angoisse m'a envahi. J'ai décidé de bloquer son numéro, mais même cela ne semblait pas suffisant. Les messages continuaient d'arriver à partir de numéros inconnus. Chaque notification me frappait comme un coup de poing dans le ventre. L'atmosphère autour de moi devenait de plus en plus oppressante, comme si une ombre pesante se tenait juste derrière moi. Finalement, un dernier message est apparu sur mon écran, me glaçant le sang. « Maintenant, c'est à tourner. » Cette phrase résonnait dans ma tête, provoquant un frisson. Je savais que cela ne pouvait pas être réel, mais l'angoisse me consumait. Je me suis senti observé, comme si quelque chose de sinistre m'attendait. Des images de Sophie, de son sourire, de notre connexion, se mêlaient à la terreur. Que voulait-elle dire par là? Les murs de mon appartement semblaient se rapprocher, et j'ai eu la soudaine impression que je n'étais plus seul. Une présence invisible et menaçante était là, s'infiltrant dans chaque recoin, prête à frapper. À ce moment-là, une panique sourde s'est emparée de moi. Je savais que je ne pouvais pas rester là, à attendre que quelque chose se produise. Je devais agir. J'ai pris mon téléphone et j'ai décidé de quitter mon appartement, cherchant refuge chez un ami. Peut-être que l'éloignement de cet endroit me permettrait de retrouver un semblant de normalité. Je suis sorti dans la rue, l'air frais me frappant le visage. Mais même à l'extérieur, je ne pouvais échapper à ce sentiment d'angoisse. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre semblait se mouvoir avec une volonté propre. En marchant, j'ai continué à recevoir des messages.
Des notifications apparaissaient sur l'écran, me tirant encore plus vers une réalité que je ne voulais pas affronter. « Je te vois » disait l'un d'eux. « Ne crois pas que tu peux t'échapper. » Mes jambes tremblaient alors que je marchais plus vite, mes pensées se mêlant à des souvenirs de Sophie. Le visage que j'avais connu était maintenant remplacé par une terreur palpable. J'ai essayé d'appeler un ami, de lui expliquer la situation, mais lorsque j'ai composé le numéro, ma voix était un murmure incohérent, presque inaudible. Arrivé chez mon ami, j'ai frappé à sa porte avec frénésie. Lorsqu'il m'a ouvert, il a immédiatement remarqué mon état. Je me suis jeté dans ses bras, lui expliquant, tant bien que mal, ce qui se passait. Mais même dans ce refuge, je sentais que quelque chose me suivait. Les heures ont passé, et j'ai essayé de me concentrer sur tout, sauf la menace qui pesait sur moi. Mais au fur et à mesure que la nuit tombait, l'angoisse grandissait. J'étais constamment sur le qui-vive, guettant la moindre vibration de mon téléphone, craignant ce que j'allais voir. Les heures ont passé, et j'ai essayé de me concentrer sur tout sauf la menace qui pesait sur moi. Mais au fur et à mesure que la nuit tombait, l'angoisse grandissait. J'étais constamment sur le qui-vive, guettant la moindre vibration de mon téléphone, craignant ce que j'allais voir. Puis, à un moment donné, mon ami s'est endormi sur le canapé, me laissant seul dans la pièce. Le silence était pesant, et chaque ombre semblait se mouvoir. Je me suis décidé à vérifier mon téléphone, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une vague de terreur en le prenant. En ouvrant la messagerie, le dernier message de Sophie était là, comme un poison à la surface. Maintenant, c'est à tourner. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors qu'une ombre passait derrière moi. J'ai tourné la tête lentement, le regard errant dans la pénombre. C'était trop tard. Je l'ai vu, son visage pâle et son sourire triste, flottant dans l'obscurité, juste derrière moi. Avant que je puisse crier, tout est devenu noir. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.